Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous présenter cette vision d'un continuum de services collaboratifs entre agents de rapprochement interculturel et les professionnels en médiation interculturelle. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit aveu. Alors, d'ailleurs, vous allez peut-être vous rendre compte, je suis beaucoup plus confortable dans les situations relationnelles réciproques, où il y a des échanges, que dans les présentations magistrales, où je suis la seule à parler. Mais heureusement, je fais partie d'une équipe qui est merveilleuse, qui ont fourni un apport très significatif à cette présentation-là pour en faire quelque chose de pédagogique et de coloré. Alors, je vais d'ailleurs commencer par vous présenter cette très belle équipe euh, que voici et que vous aurez la chance aussi de rencontrer un petit peu plus tard dans la journée. Alors, il s'agit du conseil d'administration de la que vous pouvez retrouver sur le site Internet, Cynthia Ditry, qui présentera un petit peu plus tard dans la journée, qui est l'actuelle vice-présidente, mais qui a aussi été présidente de la PMIC. Frédéric Côté-Léger, trésorière responsable des adhésions. Myriane Lemay, secrétaire et responsable des communications, administratrice dotée de grandes capacités de communication et d'illustration d'ailleurs de cette présentation. Mélissa Laurie-Lormille, administratrice qui travaille actuellement à un projet d'audit en communication et administratrice que vous aurez l'occasion aussi de rencontrer aujourd'hui. Alors, les membres du conseil d'administration œuvrent à l'atteinte des objectifs de la PMIC au service de 52 membres actuellement qui sont actifs, qui comprennent des professionnels qui sont soit diplômés de la maîtrise en médiation interculturelle ou qui sont détenteurs d'une équivalence de formation ou d'expérience. On a aussi des étudiants de la maîtrise en médiation interculturelle et depuis cette année, une nouveauté de catégorie de membres amis qui pourront participer aux activités de réseautage et de co-développement pour enrichir nos échanges. D'ailleurs, vous êtes bienvenus de vous joindre à nous, que ce soit sur cette base-là ou sur la base de vos équivalences ou diplomations professionnelles. Et vous pouvez le faire à cette adresse courriel-ci. Alors, vous allez voir au cours de ma présentation qu'il y a quand même des recoupements assez importants là, avec la présentation du professeur Tadlaoui. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir concrétiser un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans vos milieux, puis à quel moment on peut penser avoir recours à des professionnels de la médiation interculturelle. Donc, les valeurs qui sont portées par la PMIC sont l'ouverture, solidarité et la communication qu'on a choisi vraiment de mettre de l'avant. Ce qu'on veut dire par l'ouverture, c'est qu'on encourage l'adoption d'une curiosité bienveillante par rapport à ce qui peut apparaître dans un premier temps surprenant sur le plan culturel. Et pour l'actualiser, on encourage le développement d'espaces de rapprochement où pourra y avoir des échanges qui soient inclusifs des différences culturelles. En termes de solidarité, on valorise les actions créatives qui mobilisent et renforcent l'entraide. Évidemment, surtout auprès des personnes et des groupes culturels qui sont en situation de vulnérabilité sociale ou qui ont été vulnérabilisés. La solidarité chapeaute une visée évidemment de plus grande équité. C'est un terme vraiment qui est au cœur de nos valeurs, l'équité, en étant notamment sensible aux rapports de pouvoir qui peuvent s'exprimer dans une société en lien avec des enjeux de nature culturelle et entraîner éventuellement de la discrimination, stigmatisation, exclusion ou racisme. Concernant la communication, la PMIC valorise les intentions de communication qui visent une meilleure compréhension mutuelle en situation d'interculturalité et qui sont capables d'utiliser la communication avec versatilité dans ses différentes formes de langage, qu'elles soient verbales ou non verbales, de sorte à mieux se comprendre à l'intersection de nos caractéristiques culturelles. Alors, ça donne une petite idée de ce qu'on comme priorité. En termes de mission, au départ, la PMIC a été mise en place pour favoriser
le réseautage et le développement professionnel de ses membres. D'ailleurs, on a des activités de co-développement dont je parlais tout à l'heure, auxquelles vous êtes bienvenus en tant que membre ami ou professionnel, ou en tant qu'étudiant, s'il y en a dans la salle. On a aussi la mission de faire connaître et valoriser les médiations interculturelles en général, puis effectivement, on peut parler de la médiation interculturelle, des médiations interculturelles. Dans mon cas, je privilégie aussi l'appellation les médiations interculturelles. Et ça fait partie de notre intervention d'aujourd'hui, mais surtout le point 3, c'est-à-dire créer des ponts de rapprochement entre les professionnels de la médiation interculturelle et l'ensemble des acteurs sociaux. Alors, c'est à partir de cette mission-là qu'on vous fait la proposition d'une vision aujourd'hui. L'AME valorise les actions de tous les acteurs sociaux qui agissent en conformité avec les valeurs et les principes fondamentaux de la médiation culturelle et elle croit qu'on peut jumeler nos forces. Alors, comment chacun de nous peut contribuer à cette union de nos forces? Bon, d'abord, la première chose qu'on peut faire, c'est être sensible dans chacun de nos milieux aux besoins. Parce qu'il existe un besoin quand on vise à mettre en œuvre une intervention, qu'elle soit préventive ou qu'elle soit curative. Alors, être sensible aux besoins de rapprochement interculturel et faire la promotion dans nos milieux de la médiation interculturelle et des différentes approches qu'il peut y avoir à cet égard-là. On peut aussi, si on se sent confortable de le faire, agir en tant qu'agent de rapprochement interculturel et j'y reviendrai un petit peu plus loin à ce que ça veut dire. Et finalement, collaborer, faisant appel à des professionnels de la médiation interculturelle. Et ça aussi, je vous spécifierai un petit peu plus loin de quoi il en retourne, quelles sont les spécificités de ces acteurs-là. Alors, être un agent de rapprochement interculturel, c'est avant tout, de notre point de vue, une posture. C'est en priorité une position d'écoute qui déploie une curiosité bienveillante. Une curiosité bienveillante, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'autre d'une façon authentique et qui vise son mieux-être avec une sensibilité toute particulière pour ce qui relève des cultures ou des traits culturels individuels et collectifs à tous les niveaux dont le professeur Tadlaoui a déjà parlé. Quelles sont les situations d'interculturalité dans nos milieux qui méritent notre attention ou qui devraient attirer notre attention? Alors, il peut avoir évidemment une panoplie d'indices qui peuvent attirer notre attention pour repérer ces situations d'interculturalité-là. Mais peut-être qu'on peut déjà s'attarder à ces situations qui favorisent l'entretien de stéréotypes et de préjugés sur le plan culturel. D'ailleurs, la différence, peut-être pour vous aider en stéréotypes et préjugés, le préjugé, dans le fond, ajoute une valeur, une valence émotive au stéréotype. Quand on a un stéréotype, c'est qu'on a une idée préconçue, une généralisation conceptuelle, et le préjugé ajoute une émotion. C'est ce qui fait qu'on dit qu'on peut avoir un préjugé favorable quand on parle d'une émotion dite positive, comme l'affection, la joie, ou un préjugé défavorable quand on ajoute une émotion dite négative dans le registre plus de la peur ou de la colère, de la honte, etc. Alors, c'est des situations aussi où on peut retrouver des écarts, des surprises, des méfiances, des chocs culturels, et puis après ça, sur le continuum de l'exclusion, discrimination, stigmatisation et éventuellement racisme, toujours sur la base de nature culturelle. Donc, c'est à différencier, par exemple, d'enjeux qui seraient strictement personnels. Par exemple, un des parties impliqués pourrait avoir des besoins de soutien physique ou psychologique, par exemple. Ça se distingue des enjeux strictement interpersonnels où, par exemple, deux personnes auraient un conflit de personnalité. Ça se distingue aussi d'enjeux qui relèveraient strictement
enjeux de domination ou d'abus de pouvoir qui n'ont rien à voir avec les traits culturels des parties impliquées. Donc, pour placer un petit peu ce qu'on veut dire par situation d'interculturalité. Ensuite, après avoir statué sur le fait qu'une situation relève bien de l'interculturalité, il importe de procéder à l'évaluation de la complexité de la situation. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de statuer sur les ressources qu'on devra ou pourra déployer pour intervenir adéquatement. Alors, on vous donne ici quelques repères sur ce continuum du simple au complexe. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Tadlaoui, évidemment, le processus des médiations interculturelles peuvent intervenir tout à fait dans des situations simples, autant que complexes ou compliquées. Et j'utilise le terme compliqué dans le sens où c'est une situation qui peut être simple, mais qui s'est compliquée dans le temps pour les raisons qu'on va évoquer ici. Donc, ce qu'on peut avoir à considérer, d'abord, le nombre de personnes impliquées. Quand vous êtes dans vos milieux, puis vous essayez de voir est-ce qu'on est capable, avec les ressources du milieu ou des ressources de proximité, agir en tant qu'agent de rapprochement interculturel. On peut, par exemple, s'intéresser au nombre de personnes impliquées. Est-ce qu'on a juste 2 personnes impliquées ou est-ce qu'on a plusieurs personnes ou plusieurs groupes sociaux? Ça va faire partie de notre évaluation de la complexité. Quels sont les écarts, la nature et la profondeur des écarts qui existent entre les perspectives et les expériences culturelles qui sont en jeu chez les parties impliquées? Est-ce que c'est très divergent ou est-ce que c'est plutôt assez rapproché? Donc, est-ce qu'on observe des valeurs très, très, très différentes avec des chocs culturels puissants ou est-ce que les valeurs sont plutôt partagées en gros? Donc, ça va influencer la complexité de la situation. Ensuite, la durée des écarts culturels qui sont observés. Est-ce que c'est une situation qui est problématique depuis tout récemment? Donc, par exemple, on a des collègues qui s'apprécient généralement bien et qui, sur l'heure du dîner, se sont obstinés au sujet de la spécificité stéréotypée d'un trait culturel en particulier. Bon, ça arrive, même entre professionnels de la médiation interculturelle, ça nous arrive de glisser et de se prendre, d'avoir une prise de bec là, sur des stéréotypes qu'on entretient parce qu'on n'est pas exempt non plus de stéréotypes et ni même de préjugés. Peut-être la seule différence, c'est qu'on est un peu plus conscient parce qu'on a travaillé longtemps à les conscientiser. Alors, au niveau de l'écart, est-ce que ailleurs, c'est une situation d'écart, de choc, de tension ou de conflit qui dure depuis longtemps? Donc, depuis peu longtemps versus depuis très longtemps. Ensuite, l'idée de l'intensité des émotions qui sont engagées, qui sont ressenties par les personnes impliquées dans la situation. Est-ce qu'on a dans cette situation-ci quelques irritants ou quelques surprises légères ou est-ce que les parties qui sont impliquées ont des émotions vraiment intenses, que ce soit dans le registre de la peur, l'anxiété, la colère, la culpabilité, la honte, etc. Ensuite, on va s'intéresser à la gravité des gestes posés. Est-ce qu'il s'agit d'une petite maladresse occasionnelle où on a effectivement glissé un peu puis émis un léger préjugé défavorable à l'endroit d'un trait culturel, ou vraiment il s'agit d'une démonstration, par exemple, à l'autre extrême du continuum, de racisme prémédité visant l'exclusion systématique de personnes ou de groupes. Finalement, on pourrait s'intéresser aussi aux précédents et récidives. Est-ce que c'est la première fois qu'on observe ces écarts, ces chocs, ces tensions ou ces conflits, ou est-ce que les événements se sont répétés dans le temps? Est-ce que les personnes impliquées ont déjà reçu des avertissements, des mesures disciplinaires, des sanctions? Tout ça va faire partie de notre évaluation de la complexité des situations en jeu. Donc, tout ça pour vous donner quelques repères dans vos milieux qui sont très, très concrets. Ensuite, lorsqu'on veut faire l'identification des ressources internes qu'on détient,
ou des ressources de proximité. Alors, ce à quoi on peut s'intéresser, puis encore une fois, c'est pas exhaustif, mais c'est ce qui nous est apparu central là, de vous communiquer. Pour identifier à l'interne des personnes qui peuvent agir à titre d'agents de rapprochement interculturel, une des choses importantes, c'est de s'assurer que ces personnes-là peuvent faire preuve de l'humilité de l'apprenant devant l'expérience culturelle de chacun des parties impliquées, c'est-à-dire de pouvoir être vraiment dans une posture où on veut apprendre de l'autre. Ça prend des personnes capables de naviguer avec flexibilité aussi entre ses propres référents culturels, qu'on espère avoir conscientisé le plus possible, et desquels on est en mesure de travailler activement à se distancier, c'est-à-dire qu'on va être très conscient de nos référents culturels pour pouvoir par la suite faire de la place à ceux des personnes qui sont impliquées au niveau de la situation. Ensuite, on recherche aussi des personnes qui ont des habiletés de communication, que ce soit des techniques d'entrevue. On peut aussi rechercher des personnes qui sont multilingues, qui sont capables d'être flexibles entre un langage verbal et non verbal. Ça peut être vraiment très intéressant. Des personnes aussi, des fois, qui sont capables d'utiliser la métaphore, les analogies, comme ça, on peut traverser les barrières de langue qui peuvent parfois se présenter. Au niveau de l'analyse interculturelle, on espère pouvoir faire une compréhension systémique, c'est-à-dire de pouvoir tenir compte à la fois des enjeux qui sont intrapersonnels, donc propres à l'individu, pouvoir prendre en compte les interactions entre les personnes à un niveau interpersonnel et à un niveau supérieur, je dirais, les interactions systémiques entre les groupes, les institutions, les sociétés, selon évidemment la situation rencontrée. Mais clairement, on s'attend à faire une analyse qui soit multidimensionnelle et multisectorielle. Et finalement, un point qu'on trouve important de vous partager, c'est de s'assurer qu'on cherche des personnes qui vont être en mesure de favoriser le développement d'espaces sécuritaires et créatifs. L'objectif, c'est de pouvoir co-construire, et ça, le professeur Tadlaoui l'a très bien dit, l'idée, c'est de viser à travailler ensemble pour créer une troisième voie ou ce qu'on peut appeler un tiers espace, vraiment avec les participants dans ce processus de médiation interculturelle. Alors, quels sont les apports spécifiques des professionnels en médiation interculturelle? Donc, il arrive parfois que dans nos milieux, après avoir identifié la complexité de la situation, avoir recherché à l'interne des personnes qui peuvent agir à titre d'agents de rapprochement interculturel, la situation s'avère trop complexe ou trop compliquée. On n'a pas de personnes disponibles et à ce moment-là, il devient pertinent de faire appel à des professionnels de la médiation interculturelle. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir tout particulièrement? Évidemment, encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif, mais ce sont des éléments qui nous sont semblés importants de souligner. Donc, les professionnels de la médiation interculturelle détiennent des connaissances, un savoir-être, un savoir-faire spécifique pour aborder les questions d'interculturalité, que ce soit de par leur diplomation ou leur équivalence de formation et d'expérience. Ils reconnaissent d'emblée le pluralisme des expériences culturelles, hein. Ils ont vraiment un regard aiguisé à ce sujet-là, une grande sensibilité aux enjeux de nature culturelle et interculturelle, c'est-à-dire qu'ils vont le repérer dans les situations. Alors, ils ont doté d'une formation pluridisciplinaire, donc vraiment approcher plusieurs disciplines à l'intersection de la culture et ça leur offre des lunettes multifocales qui leur permettent de tenir compte de différentes perspectives pour approcher les situations d'interculturalité.
Par exemple, il faut s'intéresser à la fois aux aspects psychosociaux, aux stratégies de communication, aux stratégies relationnelles, à des éléments qui relèvent des chartes, des lois, et chacun, évidemment, dans sa spécialité. Je ne suis pas en train de dire que tous les professionnels en médiation interculturelle peuvent faire tout ça, mais ils ont en général cette préoccupation de considérer plusieurs sections d'intérêt. Ils sont familiers aussi avec des concepts associés à l'analyse multidimensionnelle et intersectionnelle des situations d'interculturalité comme la diversité, le pluralisme, l'identité, la citoyenneté, les stéréotypes, les préjugés, les clivages, la stigmatisation, etc., etc. Donc, c'est vraiment une familiarité avec ces concepts-là. Une connaissance aussi, comme on se le disait tout à l'heure, aiguisée de soi, hein, une bonne connaissance de qu'est-ce que je porte, moi, au niveau de ma propre culture, de mes stéréotypes, de mes préjugés, donc avec une conscience large aussi de leurs valeurs. Et ils ont finalement développé une aisance, ils se sont pratiqués à des processus d'introspection et de réflexivité au niveau culturel. Ils ont une pratique en ce sens, évidemment qu'on peut pratiquer toute notre vie, mais ils sont déjà détenteurs d'un certain savoir. Alors, on parlait tout à l'heure du positionnement du professionnel en résolution de conflits entre les parties. Je crois que même au niveau de la prévention, sensibilisation, on se place aussi entre les parties, c'est-à-dire le parti qu'on dit qu'on voudrait sensibiliser, par exemple, et le parti duquel on veut faire, par exemple, la promotion de certains traits culturels par rapport à la société, par exemple, d'accueil par rapport à des individus qui sont minoritaires. Donc, l'idée du professionnel de la médiation interculturelle, c'est de se situer à équidistance des parties et les parties l'engagent lui aussi. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de ses propres biais, desquels il va tenter de se distancer par la suite pour pouvoir aller rejoindre une personne et ensuite une autre. C'est la période qu'on appelle la période de prémédiation. Et les professionnels de la médiation interculturelle peuvent orienter les personnes intéressées vers la recherche d'outils et de ressources, peuvent offrir de la sensibilisation et de la formation dans les milieux. Ils peuvent accompagner les intervenants qui veulent entamer des processus d'inclusion, d'intégration, avec une visée de collaboration et de coopération, que ce soit en consultation, en supervision, peuvent contribuer activement à des rapprochements interculturels dans des situations plus complexes ou compliquées, et ils peuvent contribuer à résoudre des conflits interculturels, proposer des solutions concrètes pour une meilleure gestion de la diversité. Et évidemment, ils s'investissent aussi dans la défense des intérêts et des droits des personnes en situation de vulnérabilité, des groupes minoritaires, par la promotion de valeurs humanistes. Alors, vous pouvez, et je termine là-dessus, retrouver les professionnels dans le bottin de l'APMIC sur le site web. Vous pouvez aussi trouver des références si vous souhaitez aller plus loin. Donc, voici notre site avec les champs d'expertise des professionnels de la médiation interculturelle. Alors, on vous invite évidemment à nous visiter. Bienvenue.